Bonjour à tous, Nicole Fabien, je suis praticien hospitalier en immunologie biologique, plus spécialisée dans le domaine de l'auto-immunité, et je travaille dans le service d'immunologie biologique du docteur Christine Lombard aux Hospices civils de Lyon, groupement hospitalier Sud. Je vais vous parler aujourd'hui de la stratégie et du diagnostic des auto-anticorps, mais comme le domaine est très large, je vais me focaliser sur les principales pathologies prises en charge par la filière FAI2R, telles que le lupus systémique, l'arthrite juvénile idiopathique, le syndrome de Gougerot-Jochrenne, les sclérodermies systémiques, les myosites et les vascularites. Alors tout d'abord, notre grande stratégie pour toutes ces maladies systémiques, c'est de dépister les anticorps antinucléaires ou ANA par immunofluorescence indirecte, et pour les vascularites, de dépister les anticorps anticytoplasme des polynucléaires neutrophiles ou ANCA. Ensuite, nous allons absolument identifier les antigènes cibles des anticorps antinucléaires positifs ou des ANCA positifs en utilisant différentes techniques, et ce pour avoir un diagnostic et un pronostic pour les maladies. Je vais vous citer quelques pièges dans l'interprétation de la positivité, voire de la négativité de tous ces auto-anticorps. Et puis, je vais renforcer le dialogue très important entre les cliniciens et les biologistes pour augmenter les qualités d'interprétation de tous ces résultats. Alors, tout d'abord, les anticorps antinucléaires, dont détectés par immunofluorescence indirecte sur cellules HEP2. J'avoue que c'est un excellent test de dépistage, car leur négativité rend pratiquement improbable certains diagnostics comme le lupus systémique. Par contre, il faut savoir qu'ils sont très peu spécifiques et qu'on les rencontre dans d'autres maladies non auto-immunes comme les infections bactériennes ou virales, les cancers, certains traitements, et aussi chez les sujets sains, puisque âgés de plus de 60 ans, vous pouvez avoir des anticorps antinucléaires. Ce qui fait que l'identification est indispensable des antigènes cibles des anticorps pour essayer d'augmenter cette spécificité. Nous allons détecter des antigènes nucléaires solubles du noyau, des anticorps antichromatiniens, des antigènes nucléolaires et aussi des antigènes cytoplasmiques. Parce qu'en fait, le terme d'antinucléaire est un terme qu'il faut élargir, puisque nous avons des antigènes dans le noyau, mais aussi dans le cytoplasme. Un petit détail aussi, en cas de positivité des anticorps antinucléaires, vous savez que le laboratoire peut, à son initiative, pratiquer une recherche d'anticorps anti-ADN double brin et d'anticorps antinucléaires solubles, même si celle-ci n'est pas prescrite. Mais j'avoue que c'est intéressant de demander les trois quand vous avez vraiment une suspicion de maladie auto-immune systémique telle que le lupus. Donc la recherche des antinucléaires au laboratoire se fait par immunofluorescence indirecte, et vous le voyez ici, nous avons différentes fluorescences que nous observons au microscope, et avec ces fluorescences, finalement, on peut dire quels anticorps peuvent être présents, tels que vous voyez une fluorescence mouchetée qui peut entraîner la présence d'anticorps anti-SSA60 ou anti-U1-RNP, une fluorescence homogène qui peut être associée à la présence d'anti-ADN double brin, une fluorescence nucléolaire, une fluorescence cytoplasmique. Et ensuite, on va utiliser d'autres techniques pour identifier la cible des anticorps, dont des techniques ELISA, multiplex, fluorimétrie en flux, DOT, nombreuses autres techniques. Mais là, le piège, c'est que les performances des techniques dépendent largement des antigènes utilisés, parce qu'ils sont parfois purifiés, parfois recombinants, ça peut aussi dépendre des conjugués. Donc, il faut être extrêmement prudent avec l'interprétation des résultats en fonction des techniques, et tout au long de cet exposé, je vais vous en parler pour, en définitive, un peu chaque anticorps. Donc les diagnostics des maladies auto-immunes systémiques, on va passer en revue le lupus, le Gougerot-Jochrenne, les sclérodermies systémiques et les myosites. Pour le lupus, vous savez tous bien évidemment que les anticorps antinucléaires font partie des critères immunologiques de classification de ces maladies, et je vous conseille vivement de relire
le protocole national qui a été remis à jour en 2020 et qui est vraiment excellent tant sur le plan diagnostique que sur le plan thérapeutique. Pour le lupus systémique, nous avons différents anticorps vraiment d'intérêt, tels que les anticorps anti-SM, avec une prévalence faible à 10%, mais une excellente spécificité pour le lupus. Ensuite, nous pouvons détecter des anticorps anti-SSA, 60 KD, je le précise, présents dans tous les phénotypes de lupus, mais également dans le syndrome de Gouge-Rougeot-Graine. Et là, deux petites attentions pour quelques faux négatifs que nous pouvons observer en immunofluorescence indirecte sur certaines cellules HEP2. Donc attention, un négatif en immunofluorescence indirecte peut quand même être positif en anticorps anti-SSA quand on utilise des techniques d'identification. Un autre problème avec ces anti-SSA, c'est quand certains laboratoires utilisent des techniques qui utilisent un mélange d'anti-SSA 52 ou TRIM21 et anti-SSA 60 et vous donnent un résultat faussement positif en anti-SSA alors qu'il n'existe que l'anti-SSA 52 KD et qui n'a aucun intérêt en pratique clinique, sauf peut-être le BAV, nous y reviendrons tout à l'heure. Autre anticorps d'intérêt, les anticorps anti-U1-RNP, donc très typiques en immunofluorescence indirecte et présents avec une prévalence de 30% dans le lupus. Enfin, anticorps aussi d'intérêt, les anticorps anti-KU qui avaient été décrits dans les myosites, mais qui sont également décrits dans les lupus systémiques. Et c'est intéressant parce que parfois, on n'a pas d'anti-SSA, pas d'anti-U1-RNP et ces anti-KU sont présents. Pour les anticorps anti-PCNA, nous avons été très déçus parce qu'ils avaient été décrits comme extrêmement spécifiques du lupus. Et en définitive, quand nous avons réalisé une étude multicentrique au sein du GEC, groupement d'études d'auto-immunité, nous nous sommes rendus compte que ces anticorps étaient présents dans d'autres maladies, telles que les thyroïdites, les hépatites auto-immunes, donc aucun intérêt en termes de spécificité pour le lupus. Et enfin, il faut faire attention quand on vous rend un résultat d'anticorps anti-DFS 70, c'est un anticorps de type mouche-tédance, puisque cet anticorps qui est effectivement présent dans 95% des sujets sains, quand il est présent, peuvent masquer des anticorps anti-ADN double brin ou anti-SSA, et donc il faut absolument demander une identification quand vous avez une suspicion de lupus. Pour les anticorps anti-ADN double brin, excellent marqueur bien entendu du lupus, mais attention là encore aux tests utilisés. Alors à notre avis, la technique de référence, le test de phare, est le meilleur test. Néanmoins, il est très difficile à l'heure actuelle de conserver ce test en routine. Donc d'autres tests peuvent être utilisés, mais il faut vraiment demander aux biologistes qui réalisent ces tests de bien étudier la spécificité de leurs tests, parce que vous voyez pour certains ELISA, en définitive, on peut avoir jusque des tests vraiment médiocres avec 19% de spécificité. Enfin, il faut connaître aussi la présence de risques de faux positifs pour ces anti-ADN double brin qui ne sont pas présents dans le lupus, mais dans le Gouge-Rougeot-Graine, dans des hépatites auto-immunes, et souvent aussi induits par des médicaments de type anti-TNF-alpha. Ce sont souvent des isotypes IgM qui parfois disparaissent à l'arrêt du traitement. Enfin, leur absence n'exclut pas le diagnostic. Dans notre stratégie du suivi des anticorps antinucléaires positifs, bien évidemment, en l'absence d'ANA au bilan initial, il faudra les redemander 6 à 12 mois après la première consultation, mais s'ils sont positifs, il faut absolument éviter de les redemander, c'est complètement inutile. Il faut bien sûr demander le suivi des anti-ADN double brin et du complément, mais absolument pas le titrage en immunofluorescence indirecte. Ce ne sont pas des marqueurs d'évolutivité de la maladie en définitive. Il faut savoir aussi que ce sont des très bons marqueurs prédictifs, notamment quand ils sont identifiés. Et 2 études avaient démontré que les anti-ADN double brin, notamment, ou les anti-SSA,
pouvait être présent avant les symptômes cliniques du lupus jusqu'à 9 ans avant les premiers symptômes. Donc se souvenir que c'est un marqueur prédictif. Je vais revenir sur la valeur diagnostique des anticorps antinucléaires positifs quand ceux-ci ne sont pas vraiment identifiés, parce que vous voyez toutes ces situations cliniques, en définitive, avec ce qu'on appelle, nous, des faux positifs lors d'infections, de cancers, de traitements par certains médicaments, et même chez les sujets sains, avec des prévalences quand même relativement élevées, parfois jusqu'à 50%. Donc, et même dans la population âgée de plus de 60 ans, vous voyez que 20% des sujets apparemment sains peuvent présenter des anticorps antinucléaires. Alors, pour essayer d'augmenter la spécificité, je vous conseille de demander des dilutions au 160e de dépistage, puisque vous voyez ici que nous passons de 13% de sujets sains présentant des anticorps à une dilution au 80e à 5% au 160e. Alors, dans le lupus systémique, en définitive, on a décrit plus de 150 auto-anticorps différents. Et en définitive, seuls, vous avez vu déjà quelques-uns, sont intéressants dans le diagnostic ou le pronostic. Je vais vous parler de quelques autres anticorps qui peuvent vous être présentés aussi dans le diagnostic, notamment les anticorps antinucléosomes, parce que vous voyez ici, 10 à 30% des lupus sans anticorps anti-ADN double brin peuvent présenter ces anticorps antinucléosomes, qui sont en fait un complexe entre l'ADN double brin et des molécules d'histone. Donc, pensez aux antinucléosomes quand tous les marqueurs sont négatifs pour le lupus. Nous avons aussi les anticorps antiribosomes qui sont très caractéristiques par immunofluorescence indirecte avec un cytoplasme très marqué. Nous sommes très satisfaits de ce marqueur en termes de spécificité. Nous n'avons jamais vu d'antiribosome en dehors du lupus, donc il faut vraiment en tenir compte. Un autre marqueur d'intérêt sont les anticorps anti-C1Q, détectés et intéressants dans la prédiction des poussées rénales, mais aussi dans l'activité de la maladie. Et ça a été vraiment bien démontré par plusieurs études, tant des études des populations pédiatriques que des études sur des populations adultes. Enfin, un anticorps qui n'a vraiment plus aucun intérêt, et ce n'est plus la peine de les prescrire, ce sont les anticorps anti-histone décrits dans les lupus induits, mais qui n'ont aucun intérêt. Un petit mot sur un dernier anticorps qui nous intéresse bien actuellement, puisque maintenant nous pouvons le doser par une technique commerciale, et nous sommes intéressés par ces anticorps anti-interféron alpha 2 pour connaître leur prévalence et leur rôle potentiellement dans ces maladies systémiques lupiques notamment. C'est vrai qu'ils ont été redécouverts et mis en lumière par l'équipe de Paul Bastard et Jean-Laurent Casanova dans les Covid sévères. Je passerai maintenant aux anticorps antiphospholipides, puisqu'ils sont fréquents lors des lupus systémiques, même en l'absence d'événements thrombotiques et ou obstétricales. Et nous avons là deux types de marqueurs. Des marqueurs conventionnels qui entrent en fait dans la définition du SAPL, anticoagulants lupiques, anticorps anticardiolipides IgG ou IgM et anticorps anti-bêta-2 glycoprotéine 1. Là, il faut absolument demander les trois anticorps parce qu'ils ne sont pas présents à chaque fois tous les trois. Et ce qui est très important, c'est de déterminer sur deux déterminations à 12 semaines d'intervalle leur présence et leur forte positivité, parce qu'on retrouve souvent des taux faibles qui ne sont pas confirmés à 12 semaines d'intervalle, notamment, là encore, au cours d'infections virales. Nous avons également d'autres marqueurs qui sont nommés des marqueurs non conventionnels, notamment les isotypes IgA ou les anticorps antiphosphatidyléthanolamine ou antiprothrombine qui peuvent être intéressants dans des situations très particulières avec des SAPL dits séronégatifs ou des phénotypes cliniques très particuliers. Dans une autre maladie suivie par la filière, l'arthrite juvénile idiopathique,
Même si les anticorps antinucléaires n'ont pas vraiment d'utilité diagnostique, ils sont toujours demandés en première intention, en particulier chez la jeune fille, parce que leur présence est associée à un risque plus important d'uvéite chez ces patientes atteintes de formes oligo- ou polyarticulaires. Les facteurs rhumatoïdes sont rares, mais par contre, ils sont associés à un pronostic plus sévère, correspondant à la vraie forme pédiatrique de polyarthrite rhumatoïde. Et enfin, les anticorps antipeptides cycliques citrulinés sont fréquents. Pour le syndrome de Gouge-Rougeot-Graine, les anticorps les plus fréquents détectés sont les anticorps anti-SSA de 60 KD. Vous pouvez aussi avoir des syndromes de Sjögren qui ne présentent pas d'anticorps anti-SSA, mais d'autres anticorps antinucléaires qui sont généralement non identifiés, eux, et donc très peu spécifiques, des facteurs rhumatoïdes et aussi parfois aucun anticorps présent chez ces patients atteints de syndrome de Gouge-Rougeot-Graine. Un grand intérêt pour les auto-anticorps, c'est dans le diagnostic de sclérodermie. Vous voyez ici que maintenant, un des 3 anticorps centromère SL70 ou ARN polymérase 3 tient compte pour 3 points dans le score qui permet de définir une sclérodermie systémique. Donc vous voyez l'intérêt des anticorps et je vous conseille également de lire ce protocole national qui a été remis à jour en 2020. La recherche des auto-anticorps, en fait, on a 2 grands types, des anticorps qui ont un rôle dans la pathogénie de la maladie, tels que les anticorps anticellules endothéliales, les antifibroblastes ou PDGF récepteurs. Mais en fait, ces anticorps ne sont pas recherchés en pratique courante et on va s'attacher dans cet exposé à parler plus des anticorps qui peuvent vous aider puisqu'ils sont des marqueurs diagnostiques ou pronostiques et là vous voyez que vous en avez vraiment un grand nombre qui ont été découverts aussi ces dernières années. Ces anticorps, outre leur intérêt diagnostique, vous le voyez sur cette diapositive, ont aussi un intérêt pronostique parce que quand il s'agit des anticentromères THTO ou PMSCL, ils sont associés à un bon pronostic. Alors que dès qu'on arrive avec une présence d'anti-SL70, fibrillarine ou ARN polymérase 3, ce sont des anticorps qui sont liés à un pronostic beaucoup plus sévère de la maladie. Je vous propose de regarder anticorps par anticorps par rapport à leur prévalence, mais aussi par rapport aux problèmes techniques qu'il peut y avoir quand on vous rend un anticorps anticentromère positif. Quand on vous rend un anticorps anticentromère positif, il faut absolument que l'image en immunofluorescence indirecte soit typique, parce que nous avons eu certains cas de faux positifs avec des techniques d'identification. Donc bien demander toujours la présence d'anticentromères par immunofluorescence pour interpréter la présence de ces anticorps. Pour les anti-THTO, même si leur prévalence est très faible, ils peuvent être intéressants puisque présents parfois dans des PID sans signe de sclérodermie quand on diagnostique ces anticorps, mais qui peuvent être en fait prédictifs d'une évolution vers cette maladie. Là encore, quelques écueils techniques puisque certains DOT utilisent des antigènes cibles qui ne sont pas détectés. Et donc on peut avoir des faux négatifs avec certains DOT. Pour les anticorps anti-PMSCL qui sont présents, comme leur nom l'indique, dans les syndromes de chevauchement, sclérodermie systémique, myosite, nous avons un petit peu moins de problèmes techniques et en plus ils ont un aspect très typique en immunofluorescence, un aspect moucheté et nucléolaire. On rentre maintenant dans les anticorps qui ont un plus mauvais pronostic avec les anti-SL70 présents dans les formes diffuses chez l'adulte ou chez l'enfant. Et là encore, attention aux techniques d'identification qui peuvent vous donner des taux même élevés d'anti-SL70, mais si vous n'avez pas d'immunofluorescence associée, ce sont le plus souvent des faux positifs du fait d'une problématique de purification de l'antigène utilisée dans certaines techniques. Donc soyez prudents dans l'interprétation, toujours une immunofluorescence positive typique et une technique d'identification positive. Pour les antifibrillarines aussi, décrits
avec des sclérodermies de pronostic très sévères, nous avons un aspect extrêmement typique en immunofluorescence indirecte, mais parfois des identifications négatives du fait d'une technique vraiment peu performante. Et c'est assez troublant de voir que certaines méta-analyses mettent en avant une prévalence très faible, mais parce qu'ils utilisaient en définitive des techniques non performantes. Donc attention aussi aux méta-analyses qui ne donnent pas les techniques utilisées pour la détection des auto-anticorps. Enfin, les anticorps anti-ARN polymérase 3, liés aussi à un pronostic sévère avec la présence de crise rénale sclérodermique, de cancer. Nous avions réalisé une étude à Lyon et nous avions démontré que 27% des patients qui présentaient ces anticorps présentaient également un cancer. D'autres anticorps sont décrits dans les sclérodermies, mais il est un petit peu prématuré aujourd'hui de vous en parler parce qu'aucune technique commerciale n'est actuellement, on ne peut pas les acheter pour l'instant, et en plus l'aspect en immunofluorescence indirecte n'est pas très typique. Donc j'espère que cela va évoluer et que nous pourrons vous proposer prochainement ces nouveaux anticorps qui peuvent avoir un intérêt car les premières études démontrent une spécificité excellente. Enfin, d'autres anticorps comme les NOR90 ne sont pas très spécifiques. Donc pour l'instant, ils ne sont pas très utiles en pratique clinique courante. Et à voir aussi antinucléophosmine et anti-B23 dans le futur. Un grand intérêt pour les anticorps antinucléaires également, ce sont dans les maladies qu'on appelle myosite ou myopathie. Et là, je vous recommande de voir le diaporama de Yves Allenbach, excellent sur tout ce qui est dermatomyosite anti-MDA5 et syndrome des antisynthétases. Là, je vais vous parler aussi des problèmes d'interprétation des anticorps en biologie notamment. Et puis, je vous recommande aussi, encore une fois, de lire ce protocole national réalisé en 2016. Alors, ces anticorps sont absolument extraordinaires parce que dans les dermatomyosites, par exemple, vous avez un intérêt diagnostique, mais aussi un intérêt pronostic, par exemple pour les anti-MDA5 dans les PID, les anticorps anti-TIF1 gamma et NXP2 dans les cancers. Dans les myopathies nécrosantes, vous avez deux anticorps d'intérêt, anti-HMG coenzyme réductase, anti-SRP. Dans le syndrome des antisynthétases, toute la panoplie des anticorps antisynthétases, avec le chef de file, les anti-JO1. Et le petit dernier, dans les myosites à inclusion, qui, à mon avis, présentent un intérêt, ce sont les anticorps anti-CN1A. Alors, pour les anti-aminoacides ARNT synthétase, 11 ont été décrits avec justement ce chef de file anti-JO1 présent dans 20% des cas, anti-PL12, 3, 5 et PL7 également. Après, nous sommes extrêmement déçus de tous les autres avec une faible prévalence, mais typiquement, nous avons des techniques de mauvaise performance par rapport aux techniques de radioimmunoprécipitation qui ont permis de les découvrir. Et c'est vrai qu'on en recherche énormément et on a très peu finalement de positivité. Un petit mot pour les anti-JO1, faites attention car nous avons souvent des faux négatifs en immunofluorescence indirecte. Quand vous avez une suspicion de myosite, les demander nommément ou bien nous mettre les renseignements cliniques, suspicion de myosite, pour que nous allions les rechercher même si l'immunofluorescence est négative. Pour les anti-PL7, PL12, nous n'avons pas cette problématique et ils sont en général très typiques en immunofluorescence indirecte et présents aussi souvent dans des PID sans signe de myosite, un petit peu comme les THTO dans les sclérodermies et les PID, et donc ils peuvent être prédictifs du développement de cette maladie. Anticorps anti-MDA5 aussi, anticorps vraiment d'intérêt, décrit dans les dermatomyosites amyopathiques au départ, avec un élément important dans la reconnaissance des ARN viraux et dans la production d'interférons suite à cette reconnaissance d'ARN viraux. Et là, on s'est rendu compte qu'ils étaient vraiment
intéressants au niveau prédictif puisqu'ils sont présents chez des patients en général avec un risque accru de PID, avec des lésions cutanées extrêmement sévères et très typiques, et également associées à des infections virales très souvent, très fréquentes. Pour la petite partie technique, nous avons une fluorescence très typique sur cellules HEP2 de quelques cellules isolées. Et là encore, attention, certains DOT n'utilisent pas les bons antigènes et on peut avoir des faux négatifs en utilisant certains DOT commerciaux. Pour les antitifs associés à un pronostic sévère, atteinte musculaire sévère, manifestation cutanée sévère, et plus encore avec l'association de cancer, décrit dans différentes cohortes, et nous avions également fait une étude dans notre cohorte lyonnaise avec, vous le voyez, plus de 88% de patients qui présentaient ces anticorps antitifs et qui ont développé ou qui avaient un diagnostic concomitant de cancer, dont 88% des cas. Pour la partie technique, les anticorps ont un aspect vraiment très typique en immunofluorescence. On nous dit dans notre jargon un aspect moucheté sablé, mais là encore, un petit problème technique avec certains DOT faussement positifs. Quand vous avez un antitif faiblement positif en DOT sans immunofluorescence, n'en tenez pas compte dans votre interprétation pour le diagnostic. D'autres anticorps comme les NXP2, intéressants dans les dermatomyosites juvéniles, associés toujours à un marqueur de sévérité importante, comme chez l'adulte, ou en plus chez l'adulte, ils sont aussi associés à des cancers. Pour les myopathies nécrosantes, deux anticorps d'intérêt, comme je vous le disais, les anti-HMG coenzyma réductase, qui ne présentent pas en fait de problèmes techniques. Là, on a de la chance parce que toutes les techniques utilisées, que ce soit les techniques en chémoluminescence, en ELISA ou en DOT, présentent des performances très intéressantes. Vous avez aussi ici un aspect sur le foie avec quelques hépatocytes isolés qui peut nous aider parfois aussi quand on a des faibles positifs dans les techniques, mais c'est un anticorps extrêmement important et l'équipe d'Ivalenbach avait aussi démontré le lien de ces anticorps avec les cancers. Le dernier anticorps dans les myopathies nécrosantes, anticorps anti-SRP pour signal recognition de particules, très typique en immunofluorescence indirecte, d'une spécificité remarquable aussi, mais à nouveau, attention aux techniques. Nous avions fait une étude multicentrique et démontré que quand vous aviez des DOT faiblement positifs sans immunofluorescence typique, les patients n'étaient pas atteints de myosite. Donc attention aux techniques avant d'interpréter la positivité de ces anticorps. Enfin, donc le dernier dans le cadre de ce grand groupe de myosites sont les anticorps anti-CNA dans les myosites à inclusion. Et j'avoue être très intéressée par ces anticorps. La dernière étude réalisée par David Gonçalves dans notre unité démontre une sensibilité de 71% et une spécificité de 88%. La dernière partie de mon exposé va consister à vous parler des ANCA qui en fait sont importants puisque ce sont des vascularites nécrosantes associées aux ANCA, que ce soit les polyangéites microscopiques, les granulomatoses avec polyangéite ou les granulomatoses avec éosinophilie et polyangéite. Comme pour les anticorps antinucléaires, nous réalisons une technique de dépistage en immunofluorescence indirecte. Et ensuite, une fois que c'est positif, il faut absolument aussi identifier les cibles pour que ce soit relevant en clinique et pour détecter soit des anticorps anti-myéloperoxydase, soit des anticorps antiprotéinase 3 qui sont présents dans les différents types de vascularites ici cités.
Pour le suivi, j'avoue qu'à Lyon, nous sommes très en faveur du suivi des anticorps anti-MPO et PER3, bien sûr en technique d'identification, et ils sont considérés quand le taux augmente comme un signe prédictif de rechute. Par contre, là encore, il est absolument inutile de répéter une demande d'ANCA en immunofluorescence indirecte une fois que vous avez l'identification anti-MPO ou anti-PER3. Quelques pièges, bien sûr, comme pour les anticorps antinucléaires. Vous pouvez avoir des positifs en immunofluorescence indirecte qui ne sont pas de cible anti-MPO et anti-PER3, souvent liés à la présence associée d'anticorps antinucléaires ou bien dû à la présence d'autres cibles qui là ne sont pas utiles dans les vascularites mais présents dans bien d'autres maladies. Vous avez aussi des situations cliniques, je vous le rappelle, où anti-PER3 et MPO peuvent être présents même à des taux très très forts, et ce ne sont pas des vascularites, mais plus dans les MICI avec les rectocolites hémorragiques, et dans les endocardites infectieuses, on a pu détecter des anticorps anti-MPO de très très forts taux. Et enfin, il existe aussi quelques faux négatifs. On parle de 1 à 5% de négatifs en immunofluorescence, alors qu'ils sont bien positifs en identification. Donc je vous conseille, quand vous avez une forte suspicion de vascularite, de demander l'identification d'emblée anti-MPO ou anti-PER3. Voilà, et je vous remercie pour votre attention et je vous donne mon adresse mail si vous souhaitez avoir des compléments d'informations sur l'ensemble de cet exposé.